Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 57 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez encore jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. Une des parties peut-être les plus agaçantes avec la maternité ou la parentalité, ce sont les conseils non sollicités. Ils partent souvent d'une bonne intention, mais peuvent rapidement faire culpabiliser les nouveaux parents. Or, on le sait, la transmission est importante, alors comment trouver le juste équilibre ? Ophélie Bourgeois a créé le compte Instagram devenu viral « Garde tes conseils » pour justement dénoncer les injonctions et les mots blessants que peuvent prononcer l'entourage proche ou le corps médical. Dans cet épisode, Ophélie raconte l'histoire derrière la page Instagram, les enjeux avec les conseils roudoudous ou ceux qui requinquent un jeune parent. Et puis Ophélie nous explique comment elle a réussi à désamorcer en famille les moments où on ne peut plus gérer ces intrusions permanentes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Ophélie! Salut! Alors on a peu l'habitude d'entendre ta voix parce que pour toutes celles qui te suivent et ceux aussi, on lit beaucoup tous tes posts sur Instagram avec ton super compte Garde tes conseils. Et j'avais envie de te donner la parole évidemment parce que tu fais référence à tellement de choses et tu dénonces un peu aussi certaines pratiques et c'est important et avec toujours bienveillance et gentillesse, je le précise. Tu as eu une petite fille l'année dernière, en 2018 ou 2019 ? Je sais plus. 2019. En 2010, donc l'année dernière. Ouais. Est-ce que tu as eu la sensation de vivre une matrescence avec l'arrivée de ta fille ? Alors en fait, j'ai découvert le mot matrescence quand tu as ouvert ton podcast. Ma fille est née en mars 2019. Et en fait, j'ai publié un article sur un compte Instagram qui est un peu plus privé, où je parle un peu de ma maternité et tout ça. Et ce jour-là, je publie un article qui s'appelle quelque chose du genre tempête maternelle ou quelque chose comme ça. Et où je décris que ça va pas, que en fait... Enfin voilà, je trouve ça très difficile de devenir une maman. Et là, on me laisse un commentaire en me disant « Est-ce que tu sais ce que c'est la matrescence ?» Et j'avais déjà lu ce mot parce que j'avais vu ça sur Instagram arriver. Et en fait, j'ai pris conscience de ce que c'était ce jour-là, en fait. Donc, que c'était normal. Et ça m'a fait du bien de savoir que c'était un passage aussi normal. Ah ouais, c'est clair. Tant qu'on n'a pas ce mot, parfois je trouve qu'il y a beaucoup de culpabilité autour et qu'au moins après ça fait redescendre. Mais tu peux nous expliquer en quoi l'arrivée de ta fille, ça a chamboulé beaucoup ta vie, ce que tu faisais avant et ce que derrière tu as initié ? Alors l'arrivée de ma fille a changé absolument toute ma vie, mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Je suis partie d'un point en 2017 où je voulais pas d'enfant. Je disais que non, moi dans la vie j'aurais pas d'enfant. J'étais très carriériste, voilà, je trouvais que c'était important d'avoir un bon métier et tout ça, et je me voyais pas avec des enfants. Et en fait, ma belle-sœur a accouché de son premier fils en 2017, et ça m'a fait un espèce de déclic que j'ai pas su expliquer du tout, mais j'ai pensé plus qu'à ça. Et voilà, d'un coup, du jour au lendemain, je voulais un enfant. J'avais envie de voir mon ventre grandir. Enfin voilà, c'était un truc assez inexplicable.
Ça a été un grand soulagement pour mon conjoint qui voulait des enfants depuis très longtemps et qui était super inquiet en fait quand je lui disais que moi j'en voulais pas. Et du coup ma fille est arrivée en mars 2019 je faisais un travail qui était alimentaire, un travail de transition que j'aimais pas du tout. Et en fait, quand je suis tombée enceinte et plus ma grossesse avançait et plus j'ai su en fait que j'allais pas y retourner parce que je me sentais pas d'y retourner et je voulais pas travailler à l'extérieur tout de suite. Enfin bon, il y a eu un ensemble de choses qui ont fait que je voulais pas retourner travailler là-bas. Et pendant ma grossesse, j'ai monté le compte Instagram Garde tes conseils. Et en fait, ça a été un déclic dans ma vie parce que ça a changé aussi au plan professionnel. Puisque aujourd'hui, je me consacre entièrement au compte Instagram Garde tes conseils et à ma fille avec qui je suis à la maison toute la journée, toute l'année. Et pourquoi est-ce que tu as eu ce déclic de créer ce compte Garde tes conseils? J'imagine parce que c'est en lien avec ce que tu as pu entendre, recevoir. En fait, j'essaie de la raconter assez souvent cette histoire parce que je la trouve assez rigolote. Donc les gens qui suivent mon compte depuis longtemps savent pourquoi Garde tes conseils existe. En fait, j'ai entamé ma grossesse et je l'ai annoncé assez vite parce que j'étais très malade. J'ai fait de l'hypermèse gravidique au début de ma grossesse. Du coup, c'est difficile de le cacher à son entourage quand on passe sa journée à vomir. Donc du coup, j'ai annoncé très vite ma grossesse à ma famille. Le jour de l'annonce de ma grossesse, sont arrivés les premiers conseils. Et donc ça m'a pas du tout dérangée. Je me suis dit les gens s'intéressent à moi, c'est chouette. Ils s'intéressent au bébé qui arrive, ils nous donnent des conseils parce qu'ils sont déjà passés par là, etc. Et donc j'ai trouvé ça très bienveillant au tout départ. Et puis au fur et à mesure de ma grossesse, ça s'arrêtait pas en fait. Tout le monde y met son grain de sel, surtout quand on a un ventre qui commence à se voir et là le public qui est hors entourage commence aussi à savoir qu'on est enceinte et on se rend compte qu'il y a même des gens qui sont hors entourage qui donnent des conseils et qui font des remarques. Et puis c'est allé jusqu'au jour où j'ai eu mon premier cours de préparation à l'accouchement avec une sage-femme libérale. Et donc sur ce premier cours de préparation à l'accouchement, on discutait de comment il fallait préparer sa valise de maternité, ce qu'il fallait mettre dedans, et notamment le petit sac qu'il faut emmener en salle de travail. Et moi, quand je suis arrivée à ce cours de préparation à l'accouchement, j'étais déjà hyper calée sur tout ce que je voulais. J'avais déjà fait mon projet de naissance. On m'avait prévu un bébé qui naîtrait prématurément. Donc là, c'était fin janvier. Mon bébé était prévu pour mi-mars. Donc moi, j'étais déjà hyper prête. Presque, je pouvais partir à la maternité. Ma valise était presque déjà dans le coffre. Donc je suis arrivée et j'avais tout un tas de connaissances que j'avais accumulées dans des livres, en lisant, en suivant des comptes Instagram, etc. Et là, cette sage-femme nous explique que dans le sac qu'il faut prendre pour la salle de naissance, il faut mettre un pyjama, une turbulette, une petite couverture, un body, une couche, enfin bon, tout ce qu'on prend dans le sac de la salle de naissance. Et donc moi, je lui demande, mais comme une confirmation, mais en fait, est-ce que c'est pas en salle de naissance qu'on fait le premier pot à pot avec notre bébé? Et là, elle m'a répondu très sérieusement que, en fait, pour faire du pot à pot, le bébé était en pyjama. Et donc là, je me suis dit, mais pot à pot, tout est dans le mot, quoi. Si le bébé est en pyjama, c'est plus du pot à pot. Et donc du coup, maintenant, ça me fait beaucoup rire. Mais sur le coup, j'étais quand même très énervée quand je suis sortie de ce cours parce que je me suis dit, c'est quand même dingue qu'on puisse se faire accompagner comme ça pour notre premier enfant et que même les professionnels de santé qui nous accompagnent nous disent des trucs qui ont aucun sens parce que là pour le coup le coup du pyjama à peau, enfin franchement c'est hyper drôle et en même temps pas du tout. Et donc du coup je suis rentrée chez moi en colère et sous le coup de la colère j'ai pris mon petit téléphone et j'ai créé un compte Instagram qui s'appelait Garde tes conseils. Le nom pas du tout poétique mais j'étais en colère. Et donc du coup j'ai créé ça, j'ai commencé à mettre les premières publications, c'est les publications de mon entourage. Donc si mon entourage va voir le début du compte, je ne vous en veux absolument pas. Mais en tout cas ça a commencé comme ça et puis ça
a décollé très très vite parce que je me suis rendu compte que c'était un sujet qui touchait absolument tout le monde. Mais c'est marrant que tu aies eu ce déclic avant, c'est-à-dire pendant ta grossesse, parce que souvent, quand on n'a pas eu d'enfant, en tout cas, on ne se rend pas bien compte de ce que ça veut dire élever un enfant, des conseils qui sont mal intentionnés, mais c'est plutôt au moment où voilà, on a notre bébé dans les bras et là c'est quasiment instinctif et animal, où là c'est plus difficile de supporter les conseils de l'entourage qui vont pas dans le sens, pas dans ce que nous on ressent au plus profond de nous. Donc c'est drôle que ça a été déclenché très tôt chez toi et j'imagine que ça a dû être exacerbé au moment où ta fille est née, non ? Ah bah là maintenant et puis c'est de plus en plus parce que du coup comme je gère le compte Garde tes conseils maintenant dès que quelqu'un me dit un truc j'ai l'impression qu'il y a un conseil derrière donc c'est carrément tout devient un conseil. J'en discutais avec une autre maman et disait bah moi en fait j'en vois partout quoi des conseils malvenus. Maintenant je ne vois que ça et même quand c'est un truc que je pourrais accueillir bien je le prends pas forcément très bien parce que j'en vois partout mais c'est un peu une déformation professionnelle maintenant. Mais du coup c'est arrivé très tôt pendant ma grossesse. J'arrive pas à expliquer pourquoi c'est arrivé aussitôt. Je pense que c'est un peu mon petit côté toujours très informée sur tout, je m'informe tout le temps sur toutes les pratiques que je mets en place et donc pendant ma grossesse j'ai beaucoup lu sur tout ce que je voulais pratiquer avec mon bébé, sur l'allaitement, sur le cododo, sur le portage physiologique, enfin sur toutes ces pratiques que j'avais envie de mettre en place et c'est des choses qui n'existaient pas du tout dans mon entourage et donc quand j'en parlais dans mon entourage on me disait ouais ben enfin tu verras moi j'ai voulu allaiter j'avais pas de lait ou enfin voilà et donc je pense que du coup ce côté que j'avais qui était très informé me disait mais en fait si tu vas réussir et donc ben arrêtez de me mettre des bâtons dans les roues quoi. Et donc du coup je pense que c'est aussi ça qui a fait que je m'en suis rendu compte très très tôt dans ma grossesse. Oui, c'est ça aussi qui est très intéressant dans ta façon d'avoir abordé ta grossesse, c'est que souvent, en tout cas moi personnellement, ma première grossesse, j'étais pas très renseignée sur ce que je voulais mettre en place, et j'ai aussi eu la chance d'avoir des sages-femmes qui s'appuyaient sur les neurosciences et qui nous ont vraiment parlé du bébé de la manière dont il faudrait en parler à tout le monde aujourd'hui avec les études sur le ne pas laisser pleurer, tout ça. Donc, j'ai pas eu ce truc épidermique aussi que tu as pu avoir, ce que je comprends. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu as été surprise que ça résonne autant et assez rapidement, ton compte ? Ah bah j'ai été même plus que surprise parce que bah, dans ma tête il y a toutes les semaines il y a un nouveau projet qui arrive et donc du coup bah, pour te dire j'ai même pas osé en parler à mon entourage quand j'ai monté le compte Garde tes conseils parce que mon chéri par exemple m'aurait dit qu'est-ce que tu es encore en train de faire. Et donc du coup j'en ai pas parlé parce que je me suis dit aussi bien c'est un truc la semaine prochaine je le ferme parce que ça marche pas du tout mais ça m'aura détendu sur le coup. Et en fait ça a été partagé une première fois. Je l'ai monté, c'était un jeudi. Et le premier week-end, on était 60. Le deuxième week-end, on était 600. Et au bout de 2 mois, on était 30 000 personnes. C'est allé super vite. Et c'est vraiment un truc auquel je m'attendais pas. En plus, moi, j'y connaissais rien à Instagram. Je savais même pas faire une story. Donc, j'ai découvert le truc... vraiment, j'ai découvert ce réseau social et sa puissance... comme ça en y allant sans attendre rien quoi. Est-ce que quand tu lances ton compte, il y a aussi des professionnels de santé qui te suivent et qui comprennent qu'effectivement dans leur profession, il y a un petit souci face à la bienveillance, à la façon de communiquer, ou tu touches vraiment que des mamans qui ont subi dans leur entourage ou chez les professionnels de santé ? Alors sur le compte Garde tes conseils, je classe en fait les posts en fonction des personnes qui ont dit le conseil ou la remarque. Donc ça peut aller un peu enfin il y a de tout type de personnes, de la famille, la belle famille, etc. Et il y a effectivement aussi beaucoup de posts qui arrivent et de conseils et remarques qui ont été faits par les professionnels de santé. Et c'est logique parce que c'est aussi les premiers interlocuteurs qu'on a quand on a notre bébé pour la première fois dans les bras. Au départ, j'ai eu
j'ai pas noté de retour des professionnels de santé particuliers. Après, la communauté grandissant fait que effectivement maintenant j'ai des échanges avec des sages-femmes, avec il y a des pédiatres sur ma page, il y a un peu la communauté la communauté des professionnels de santé est représentée sur ma page et ils sont pour la plupart ils sont conscients qu'il y a dans leur profession certains manques et qu'il y a des choses sur lesquelles ils pourraient être mieux formés. Je pense par exemple à l'allaitement, il y a beaucoup de conseils non sollicités et de remarques non sollicitées sur l'allaitement, et il y en a beaucoup qui sont faits par les professionnels de santé. Quand on sait qu'un pédiatre est très très peu formé dans sa carrière sur l'allaitement, on se dit que effectivement il y a un problème, et je pense que il y a de nombreux professionnels de santé qui s'en rendent compte et qui, j'espère, vont essayer de pallier à ça. Il y a aussi, on se rend compte que parfois un manque d'humanité dans la profession médicale, c'est pas du tout à généraliser. Il y a des professionnels de santé qui sont vraiment super, mais il y en a d'autres, on a l'impression qu'ils ont vraiment déshumanisé leur métier, et je pense que Garde tes conseils, c'est aussi important pour ça. Ça permet de montrer à ces professionnels de santé que derrière leurs mots, en fait, il y a des personnes qui sont impactées, des vies qui sont impactées. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Dans Garde tes conseils, tu as aussi une mission, je trouve, derrière, puisque d'une certaine façon, tu éduques les gens qui lisent pour leur faire comprendre que un enfant n'est pas tyrannique, que l'allaitement c'est bien. Enfin voilà, il y a plein de choses que tu prônes finalement à travers Garde tes conseils. Ça aussi, est-ce que ça fait partie d'une fierté ou d'une stratégie, enfin, ou en tout cas de pouvoir faire passer un message au plus grand nombre? C'est important pour toi? Alors, à la base, c'était pas du tout dans mes plans, c'est pas du tout programmé. J'essaye de gérer Garde tes conseils avec beaucoup d'humour pour que ça reste quelque chose qui soit assez sympa à lire, voilà. Par contre, moi, je pratique ce qu'on appelle le maternage proximal. Alors, c'est un peu vaste et on sait jamais trop ce qu'il faut mettre dedans, mais je suis une maman qui allait encore son bébé de 14 mois. On a fait du cododo pendant 1 an, on l'a jamais laissé pleurer, enfin voilà, ce genre de choses qu'on pratique au quotidien parce qu'on est renseigné dessus, et parce que on est convaincu que c'est bénéfique en fait pour les enfants. Et donc du coup j'essaye, et c'est là la subtilité, c'est que j'essaye de faire passer des messages sans jamais donner de conseils moi-même. Donc j'essaye juste de c'est transmettre. Dur ça. Ça c'est dur. J'essaie juste de transmettre de l'info. Après, les infos, on peut toujours trouver leur contraire, surtout sur Internet. Mais en tout cas, moi, j'essaie de trouver de l'info que j'ai lue avec des sources fiables, et de dire, voilà, aujourd'hui, la science a avancé. On a réussi à prouver que laisser pleurer un bébé tout seul dans sa chambre pour qu'il s'endorme, c'est pas forcément terrible pour lui, et que on peut faire autrement, et que bien sûr il y a des moments où on est à bout et que ça arrive et qu'on est des humains, mais qu'il y a des solutions, et que si jamais quelqu'un veut en discuter, je suis ouverte à la discussion. Non mais je trouve que c'est intéressant la stratégie que tu as trouvée pour arriver à faire passer des messages sans donner des conseils. Ouais, c'est important de pas tomber dans l'inverse, parce que c'est pas du tout mon rôle en fait. Déjà, je le rappelle souvent, je suis pas de la profession médicale, je suis pas une spécialiste des enfants, moi je suis juste une maman en fait. Et donc du coup, j'ai pas de formation sur les enfants, je suis maman d'une petite fille qui a que 14 mois en plus, donc je suis bien loin de dire que je vais pouvoir donner des conseils à quelqu'un qui a 3 enfants, dont le premier a 11 ans. Enfin, c'est très loin de moi cette pensée, parce que j'en serais bien incapable. C'est pas du tout mon rôle, et c'est pas du tout mon métier, quoi.
Tu as aussi décidé sur ce compte de ne pas mettre que des remarques malveillantes ou désagréables. Tu as aussi de temps en temps les conseils ou les encouragements de l'entourage qui font du bien. Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer cette rubrique ? Alors, j'ai créé la rubrique des conseils Roudoudou il y a pas très longtemps. Je sais plus, ça fait quelques mois, mais ça date pas du début du compte. En fait, parce que déjà, on me l'a demandé. Il y a beaucoup d'abonnés qui me demandaient si je pouvais pas mettre des trucs positifs de temps en temps. Et donc au début, je trouvais que c'était pas l'objet du compte, donc je les mettais en story de temps en temps. Je faisais une petite session de allez, on se remonte tous le moral, on se dit des trucs Roudoudou. Et puis en fait, je trouve que c'est important aussi de mettre des choses positives parce qu'on se rend compte qu'on n'en dit pas assez. Et moi, la première, moi en tant que sœur, en tant que tante, en tant que belle-sœur, voilà, je dis pas assez de choses positives parce que j'ai pas d'idée en fait. Je crois que c'est quelque chose qui se fait assez peu en fait. Je trouve que c'est pas très naturel de dire des compliments. Et pourtant, les phrases que moi j'ai le plus retenues de ma maternité, c'est des phrases positives. Et notamment en passant à la caisse d'un supermarché, une hôtesse de caisse qui m'a dit, j'avais ma fille en portage, elle avait peut-être 2 mois, et elle m'a dit vous êtes une très belle maman. Et en fait ça m'a marqué quoi. Je me suis dit waouh, mais c'est incroyable de dire un truc comme ça. Enfin c'est super chouette de se lancer et de dire un truc sympa. Et en fait du coup je le mets aussi pour que les gens aient des idées et se disent ah bah ouais ça comme phrase ça mange pas de pain et ça fait plaisir quoi. Donc je pense que pour ça elle est importante cette rubrique. Et puis aussi parce que bah, des fois on a besoin de se remonter le moral et de voir des choses sympas. Instagram c'est un réseau social qui est aussi là pour qu'on se divertisse. Donc si je casse l'ambiance à longueur d'année, c'est pas toujours très chouette quoi. Est-ce que toi tu as appris des choses en recevant les remarques soit sur Instagram des gens qui ont envoyé des choses ou de ton entourage, des choses qui t'ont aidé? Comment tu parlais des choses positives, allons-y dans le positif. Alors, j'apprends énormément de choses via Instagram et via mon entourage. Mais alors, de conseils et de remarques qui m'ont aidé, est-ce que j'en pense particulièrement à une ça serait, je pense, ce qui m'a aidé le plus, c'est mon chéri quand je venais d'accoucher et voilà qui m'a dit écoute franchement quand je te regarde t'es une super maman, ça fait rien apprendre mais ça donne confiance en soi et ça je pense que quand on devient parent c'est essentiel. Et puis après ce qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est d'avoir des amis avec lesquels j'échange beaucoup. Et donc elles ont des enfants qui ont à peu près le même âge. Et sans donner de conseils, on s'explique comment ça se passe chez nous. Et donc on se rend compte en fait que c'est différent partout. Et que le plus important, c'est d'écouter son enfant et de s'écouter soi. Et je pense que ça, c'est vraiment la base quand on devient parent, c'est de réussir à pas écouter tous les conseils qu'on nous donne parce que de toute façon l'enfant il vient pas au monde avec un mode d'emploi, tous les enfants sont différents et si c'était facile et qu'une technique marchait pour tout le monde bah ça se saurait, sauf que c'est pas le cas et je pense que apprendre à s'écouter et à écouter son enfant c'est le truc qu'on m'a dit et qui m'a le plus aidé et qui m'a permis de vraiment regarder comment ça marchait chez nous et j'apprends tous les jours en fait et surtout j'apprends de mon enfant. Ouais, ça, s'il y a bien un truc qu'on découvre avec la maternité, c'est qu'un tout petit enfant peut nous apprendre énormément. Ouais. Et je crois que ça, on ne soupçonne pas vraiment avant d'être parent. Vas-y, si tu veux. Non, mais c'est incroyable. Moi, je pense que le truc que j'ai le plus appris, c'est à la patience. Je suis pas quelqu'un de très patient à la base, mais par contre, avec ma fille, j'ai une patience incroyable et que je ne soupçonnais pas du tout, en fait. Non, mais ils nous font faire des choses incroyables, nos enfants. Tant mieux, parce que je pense que c'est une des premières qualités que tout parent devrait avoir, qui est le plus dur
la patience. Oui, non, mais alors ça n'empêche pas de perdre patience des fois. Non, Mais par contre, il nous pousse dans nos retranchements et on se rend compte que y a des fois où si on n'avait pas été parents et que ça n'avait pas été notre enfant, on n'aurait pas du tout réagi de la même façon. Dans un épisode précédent avec une doula que tu connais bien, avec Christelle, puisque tu as été invitée dans son podcast Empowerment des mamans, elle dit une chose très juste, c'est qu'aujourd'hui, la transmission de femme à femme, de génération en génération, au sein de la famille, s'est perdue pour plein de raisons, et notamment parce qu'on leur a demandé, je pense, quelque part de ne plus se faire confiance. Est-ce que toi, tu vois comment essayer de faire changer les choses, sachant que ton compte, c'est garde tes conseils, mais qu'au final, c'est aussi précieux d'avoir l'entourage qui transmet une expérience, et notamment de femme à femme. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? Alors je le constate beaucoup. Alors Christelle, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a toujours les mots justes, et donc là, je pense qu'elle met le doigt sur vraiment quelque chose de très important. Alors la transmission s'est perdue dans la plupart des familles. Je pense qu'il y a un gros côté économique qui a dû jouer. Maintenant il faut vendre du lait en poudre, il faut vendre des biberons, il faut, enfin, ce genre de choses. Là je suis centrée sur l'allaitement, mais il doit y avoir plein d'autres choses auxquelles je pense pas tout de suite, et qui ont fait que nos grands-mères, parce que je pense que ça part de nos grands-mères, ont arrêté de transmettre ce savoir, parce qu'en fait on a un peu on leur a un peu cassé leur mode de transmission. Et je pense qu'elles ont aussi elles sont rentrées dans le moule de cette société, parce qu'elles n'avaient pas forcément le choix, et surtout pas les connaissances qu'on a aujourd'hui pour faire autrement. Et du coup ça s'est perdu de nos grands-mères, de nos tantes, nos mamans. Alors moi c'est quelque chose que j'ai pas du tout connu et qui devait y avoir avant. En tout cas, ceci dit, je pense qu'il y a un côté qui fait que les femmes de notre entourage nous transmettent plus, et il y a aussi le fait que nous, on n'ait plus envie d'écouter, parce qu'en fait, on reçoit tellement d'injonctions et tellement de choses qui sont en décalage avec la société, quoi, avec ce qu'on a envie de pratiquer, avec voilà tout ce genre de choses, que du coup on n'est plus une oreille attentive des femmes de notre entourage, et du coup il n'y a plus cette discussion qui s'engage avec les femmes de notre entourage. Et on le voit beaucoup. Moi, la plupart des messages que je reçois sur Garde tes conseils, il y a 99,9% de messages que je reçois qui sont des messages de femmes, et il y en a beaucoup qui sont des messages de femmes qui me retranscrivent des conseils et des remarques qui viennent de femmes. Donc du coup ça prouve bien que le phénomène il est global, en fait. Le lien il s'est cassé entre nos générations et celles d'avant. Est-ce que tu penses que on est en train d'un peu d'essayer de changer ça, ou en tout cas de jouer ce rôle avec nos amis peut-être, ou celles qui sont dans notre génération ? J'espère que ça va changer, parce que je pense que c'était quelque chose qui était vraiment très précieux. On dit encore beaucoup que pour élever un enfant, il faut tout un village. Et moi, je trouve que ce village, il s'est perdu, en fait, et que je trouve ça très dommage. Et donc, j'espère que ça va changer avec notre génération, et qu'on va retrouver ce lien avec nos amis, avec nos enfants. Surtout qu'on essaiera de les soutenir avec plus d'entrain que ce qu'on peut être soutenu au quotidien par notre entourage, parce que c'est précieux, en fait, ce lien. C'est un enfant, je sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose de très précieux, et je trouve que cette notion de village, elle est vraiment très parlante. Et aujourd'hui, elle s'est perdue. Alors on essaye de la recréer, notamment sur Instagram. Il y a beaucoup d'événements qui se passent pour essayer de construire justement ce village. Mais moi, j'espère vraiment qu'avec la génération de nos enfants, on retrouvera ça.
T'as pas espoir de pouvoir faire changer les mentalités sur les générations précédentes? Est-ce que toi, de ton expérience personnelle, le dialogue, il est pas possible avec les personnes de ta famille qui sont différentes? Alors, le dialogue, alors, j'habite dans une configuration qui est un peu spéciale. Je pense que ça joue aussi sur les relations que j'ai avec ma famille et ma belle famille. Donc, je vais t'expliquer ma vie de secondes. Vas-y. J'habite en pleine campagne et mon conjoint est agriculteur. Et en fait, on habite sur la ferme familiale, donc la ferme du côté de mon conjoint. Mes voisins sont mes beaux-parents et les grands-parents de mon conjoint. Et donc en fait, on habite dans une sorte de communauté familiale. Et du coup, avec mes beaux-parents, ça se passe très bien parce qu'ils sont pas du tout dans le conseil et la remarque, mais ils font beaucoup confiance à ce qu'on met en place. Ils nous ont jamais jugés parce qu'ils savent que moi je suis toujours très renseignée sur tout ce que je mets en place et que donc du coup ils avaient confiance sur ce que j'allais faire avec notre bébé. Enfin voilà, ils savaient que si on mettait quelque chose en place, c'est parce que c'était quelque chose qui avait été réfléchi et renseigné avant. Je suis aussi quelque part voisine avec mes parents qui habitent à 5 km. donc il y a la proximité familiale aussi avec mes parents. Ce qui est bizarre avec mes parents, c'est que j'ose leur dire moins de choses. Et c'est ce qu'on remarque beaucoup en fait sur Garde tes conseils, c'est que les conseils et les remarques qui peuvent nous atteindre le plus violemment et qui peuvent être les plus violents tout court, c'est avec sa famille proche, parce que en fait ils ont pas de filtre. On se connaît très bien, voilà, donc du coup on ose dire plus de choses, plus crûment parfois, donc il y a pas ce côté filtre. Et donc du coup moi personnellement j'accorde encore beaucoup de valeur à ce que mes parents pensent de ce que je mets en place, ou en tout cas j'en accordais beaucoup jusqu'à l'arrivée de ma fille, et maintenant ça c'est beaucoup moins le cas. En fait je me suis affranchie de leur avis, et aujourd'hui je mets en place des choses pour lesquelles par exemple ma maman, et je lui en veux pas du tout, hein, parce qu'elle était dans ce schéma elle a pas été accompagnée pour son allaitement, mais quand j'étais enceinte et que je lui disais que je voulais allaiter, elle m'a dit tu verras si t'as encore du lait. Parce qu'elle a été elle-même mal accompagnée, je pense, pour mon frère et pour moi sur ses allaitements, et donc du coup elle a pas su retransmettre ce qu'on lui avait dit au départ. Et donc c'est exactement ce qu'on disait avant, ce lien de transmission a été brisé. Ceci dit, ça se passe quand même très bien avec ma famille. Ils savent que je transigerai pas sur certaines choses avec ma fille, des choses auxquelles je tiens beaucoup. Et donc globalement, ça se passe bien, je leur fais confiance. Et est-ce qu'ils connaissent ton compte? Oui. Alors ils connaissent ma belle famille. Globalement, mes parents et mes beaux-parents, ils ont pas Instagram, donc en fait ils se rendent pas compte du travail que je fais au quotidien sur Garde tes conseils, et ils savent pas l'expliquer. D'ailleurs ma maman me disait l'autre jour, je suis fière de toi même si j'arrive pas à dire ce que tu fais. Et en fait c'est vraiment ça, ils savent pas tout le travail qu'il y a derrière Garde tes conseils. Et surtout je pense qu'il y a aussi il y a une forme d'incompréhension parce qu'ils sont d'une génération où on avait moins le droit de se plaindre. Et donc du coup nous on essaye, on casse un peu ça, on se plaint alors que pour la génération de nos parents et nos grands-parents, on n'est pas à plaindre parce qu'il y a des gens qui dans le monde vont beaucoup moins bien que nous. Et en fait je pense que c'est beaucoup ça que ma famille pense sur mon travail, et c'est pas un problème, c'est pas du tout grave pour moi qui pense ça, parce que moi je suis convaincue de l'utilité de ce que je fais au quotidien. Mais du coup il y a ce facteur-là qui rentre en compte. Donc oui, ils savent ce que je fais, ils savent pas en détail, ils découvriront plus, je pense, avec le livre, parce que ça fera sortir Garde tes conseils d'Instagram. Mais ceci dit, ça m'a pas mal aidé d'avoir un compte qui s'appelle Garde tes conseils, parce que mon entourage n'ose plus rien me dire.
Donc désolé, le nom Garde tes conseils est déjà pris, mais si vous voulez que votre famille vous fiche la paix, montez un compte Instagram qui regroupe les conseils et les remarques et ça marche très très bien pour ne plus en avoir du tout. Alors justement, parle-nous de ce livre et de ce projet, ce que ça a déclenché dans ta vie professionnelle, puisque en fait c'est l'arrivée de ta fille qui a pour conséquence que tu écris un livre. Donc Ouais. voilà, explique-nous tout ça. Alors ma fille ne le sait pas, mais c'était ma muse. Elle a changé toute ma vie professionnelle. Du coup, j'ai monté Garde tes conseils, qui était à la base qu'un compte Instagram, voilà, que je gérais par loisir. C'est très vite devenu beaucoup plus qu'un loisir parce que ça me prenait énormément de temps. J'y passais et j'y passe encore plus de 30 heures par semaine parce que je reçois énormément de messages. Donc voilà, c'est beaucoup de ce qu'on appelle du community management. Et comme c'est participatif, je reçois d'autant plus de messages qu'il faut lire, trier, retranscrire, enfin voilà. Donc ça fait quand même pas mal de travail et surtout c'est parfois des messages qui sont difficiles, avec des parcours de vie qui sont difficiles, c'est des messages qui sont longs, donc il faut aussi réussir à encaisser, ça entraîne parfois des dialogues, et donc il y a tout ça à gérer derrière, donc moi je le considère comme un travail. Et donc au départ c'était juste un compte Instagram. C'est vrai que je trouve que c'est important de le faire sortir de ce projet d'Instagram parce que justement parce que s'il y a plus de 90 000 personnes aujourd'hui sur le compte Instagram, c'est bien que le problème il est majeur et que il y a des personnes qui n'ont pas Instagram mais qui sont forcément touchées par les conseils et par les remarques qu'ils reçoivent. Donc je pense que c'est important que ça sorte d'Instagram. Et donc il y a le livre Garde tes conseils qui va arriver bientôt, à la rentrée. C'est un livre qui sera un livre humoristique. Je vais garder le ton que je donne à mon compte Instagram pour ceux qui le suivent. J'essaye de répondre à chaque fois aux conseils et aux remarques par une petite punchline un peu rigolote. C'est clair, t'as beaucoup d'humour. J'aime bien, je trouve que ça dédramatise un peu la situation, même si parfois on se dit que c'est pas très bien vu, au moins ça casse aussi ce côté un peu dramatique de certaines situations. Et donc le livre, il est vraiment dans cette branche d'humour là, et je pense que cet humour, ça peut déjà ça peut toucher plus de personnes, parce qu'on achète plus facilement un livre qui est humoristique, mais avec l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages, et du coup je trouve que c'était important de garder ce ton-là pour le livre. Donc ça sera fait. Et puis j'ai d'autres projets qui sont en cours et qui sortiront bientôt, mais je préfère encore les garder pour l'instant dans les tiroirs. Mais donc l'objectif, c'est bien de faire sortir Garde tes conseils d'Instagram pour que ça puisse aider plus largement les personnes qui sont sur la page, et aussi pour que je puisse en vivre, parce qu'il y a ce double objectif. Quand on travaille, on a aussi envie d'avoir un salaire. Et donc du coup j'aimerais beaucoup pouvoir me dire que Garde tes conseils me permet de vivre, parce que ça voudrait dire que je peux allier quelque chose que j'aime beaucoup faire avec quelque chose qui a du sens et qui me permet de vivre. Donc ça serait vraiment hyper chouette. Est-ce que parfois tu as des demandes de la part de jeunes mamans pour trouver le moyen de dialoguer avec sa famille qui est complètement à l'inverse de ce qu'on fait? Je te dis ça parce que je sais que dans un épisode avec la psychologue Héloïse Junier, il y a eu cette question et elle disait franchement on peut rien faire, faut laisser passer. J'ai jamais trouvé la solution miracle. Est-ce que toi, t'aurais réussi peut-être à force de ne parler que de ça, de trouver des moyens pour essayer d'ouvrir les yeux à la famille? Ouais, rétablir ouais, c'est ça, t'as raison, rétablir la communication. Alors, il y a certaines fois où honnêtement c'est peine perdue, et je pense que c'est dépenser beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de résultats. Donc il y a certaines fois, je pense qu'il faut carrément laisser tomber. Et soit se dire, et c'est ultra radical, mais honnêtement, il y a des cas de personnes avec qui je discute,
de dire je coupe les ponts avec ma famille parce que là ils sont trop toxiques, ça va beaucoup trop loin, ça m'affecte trop, ça affecte trop ma vie de famille et donc couper les ponts ça sera meilleur pour ma famille à moi, donc se protéger. Donc là c'est le truc radical, ou alors passer au-dessus et se dire bon ils comprennent pas ce que je mets en place mais je laisse couler et c'est pas grave parce que telle ou telle raison ils prendront pas mon enfant à garder, ou enfin voilà, ce genre de choses qui peuvent aussi inquiéter les parents et se dire ils auront pas beaucoup en fait de lien avec l'enfant, et donc dans ce cas-là ça pose pas beaucoup de problèmes. Et sinon moi ce que j'aime bien faire c'est essayer quand même d'ouvrir le dialogue. Parfois l'humour marche très bien, donc c'est pour ça aussi les petites punchlines, parfois quand on les ressort au bon moment ça marche pas mal, d'ouvrir le lien avec humour, on sort un petit truc marrant et on dit non mais en fait sans rire vraiment ça c'est quelque chose que aujourd'hui qui a été prouvé, enfin voilà, ce genre de choses, et ça ouvre pas mal le dialogue. Et moi il y a une phrase qui a marché avec mon entourage, c'est de dire j'étais dans un repas de famille, j'ai toujours appréhendé les repas de famille avec ma fille parce que justement j'avais peur qu'on me donne des conseils et des remarques, et je suis du genre à prendre très à cœur quand on me dit des conseils et des remarques, et donc du coup j'appréhendais toujours les repas de famille, jusqu'à un repas de famille où j'ai réussi à dire mais c'est pas parce qu'on fait pas pareil avec notre fille que ce que vous avez fait vous avec vos enfants qu'on critique ce que vous avez fait avec vos enfants. Et en fait cette phrase elle a permis de débloquer carrément la situation. On a senti que l'ambiance s'est détendue en fait. On s'est dit bah ouais, leurs enfants ils sont grands, ils ont pas fait les mêmes pratiques, ils avaient pas les mêmes informations. Ben c'est pas grave, nous aussi on est des enfants de cette génération où il y avait pas ces connaissances là, et ben aujourd'hui on est une génération qui remet ça en question, et c'est très bien. Mais juste on critique pas ce que vous avez fait. Si vous avez laissé pleurer vos enfants avant, si vous n'avez pas allaité parce que vous n'aviez pas les informations, on vous critique pas en faisant pas ce que vous avez fait en fait avec vos enfants. Et en fait là ça a été ok tout de suite, ça a mis tout le monde d'accord et on a pu entamer le dialogue sur ce qui se disait aujourd'hui dans le monde de la science sur les enfants. Et donc vraiment cette phrase, c'est pas parce que c'est ce que nous on fait est différent de ce que vous avez fait à l'époque avec vos enfants. Vraiment si vous arrivez à la formuler correctement et au bon moment, je pense qu'elle peut débloquer des situations avec la famille. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on peut vite rentrer dans un système d'agression ou passif-agressif où on est toujours dans le conflit en fait, on n'est plus dans le dialogue. C'est ça. Et c'est ça qui est dur finalement. Oui, mais parce que vraiment, on se rend compte que en fait, les gens se sentent agressés par nos pratiques aujourd'hui. Moi, quand j'ai mis en place le portage avec ma fille, ma maman, elle a pas arrêté de me dire oh mais si j'avais su, moi aussi j'aurais eu un moyen de portage comme ça, c'est tellement génial. Mais oui, mais en fait, c'était pas démocratisé à l'époque, ça se faisait pas. Maman, c'est pas parce que je porte ma fille que je te reproche de pas nous avoir porté. C'est pas du tout ça que je fais en portant mon enfant. Et en fait, je trouve que ça débloque des situations. J'espère que certaines testeront et nous diront. Enfin, tu as dû déjà avoir des retours sur cette petite phrase. Oui, il y en a chez qui ça marche pas du tout. Hein, donc ah oui. Donc des fois on teste des trucs et ça marche pas et c'est pas grave, on essaye autre chose. On a très peu parlé de la place du papa dans Garde tes conseils, que ce soit ton conjoint ou les pères en général. Est-ce que tu penses que face aux conseils mal avisés de certaines personnes, surtout dans la période du postpartum où on est assez affaibli, sans dire que c'est négatif, hein, mais c'est comme ça, on est plus vulnérable, est-ce que tu penses que les papas, ils ont un rôle à jouer, ou les deuxièmes parents, pour protéger dans ces moments-là et garder la bulle ? Alors, il se passe un truc avec les papas et c'est pour ça qu'on en parle très peu, c'est que en fait, ils sont quasiment pas victimes de conseils et de remarques. On peut très facilement relier les conseils et les remarques avec ce qu'on appelle la charge maternelle, c'est-à-dire que c'est la femme qui porte l'enfant. Voilà, l'enfant est à la femme, donc c'est encore le système patriarcal qui est comme ça, mais du coup
les papas sont très peu victimes de conseils et de remarques. On se rend compte d'ailleurs sur la page Garde tes conseils que la majorité des personnes qui sont sur la page sont des femmes. Presque l'intégralité des messages que je reçois, vraiment depuis le début de Garde tes conseils, j'ai dû recevoir 10 témoignages de papas. Vraiment, c'est carrément hyper minoritaire. Et donc du coup ils sont pas du tout dans ce schéma-là des conseils et des remarques, mais aussi on se rend compte que ça les impacte quand même beaucoup moins. Alors moi j'ai remarqué que ça, avec toutes les personnes avec qui je discute, leurs conjoints sont beaucoup moins affectés par des conseils et des remarques qu'ils reçoivent ou que leur compagne et la maman reçoit. Est-ce qu'ils y prêtent moins attention? Je sais pas. En tout cas, ils ont effectivement, je pense, un rôle hyper important parce que en fait la maman et son bébé ont besoin d'être protégés dans cette période de postpartum et où justement on est bouleversé. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a cette période de matrescence qui est parfois compliquée à vivre et donc du coup les conseils et les remarques ça vient alourdir toute cette période alors qu'elle pourrait se passer mieux. Et donc je pense que le conjoint peut avoir un rôle protecteur en disant ben là c'est ok, vous pouvez venir rencontrer le bébé. Par contre, on est super content de vous voir. Par contre, vos conseils, c'est hyper gentil et ça montre que vous nous prêtez attention. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. On pourra en discuter plus tard. Et je pense que vraiment, c'est très important pour protéger, pour protéger la maman et le bébé. Effectivement. Donc il faut qu'ils s'emparent du sujet aussi par rapport au... Et pas qu'ils minimisent l'impact que des paroles prononcées par l'entourage proche peut avoir sur l'aspect psychologique de la maman. Carrément, il faut vraiment qu'ils en prennent conscience. Et je pense que c'est pas facile pour eux non plus d'en prendre conscience. J'arrive pas à expliquer pourquoi ils mettent beaucoup plus de distance avec ces conseils et ces remarques, mais vraiment c'est quelque chose qu'on remarque assez facilement. Et puis comme c'est toujours destiné aux femmes, est-ce qu'ils entendent pas? J'arrive pas à expliquer ce phénomène, mais en tout cas, effectivement, il faut qu'ils protègent la maman et le bébé, et qu'ils protègent l'entourage et qu'ils les protègent de leur belle-mère aussi, parce que on a un phénomène des belles-mères sur Garde tes conseils que je n'explique pas non plus, mais j'ai beaucoup de témoignages de mamans qui reçoivent des conseils et des remarques de la part de leur belle-mère. Et vraiment, c'est le plus de conseils et de remarques qu'il y a. Je pense que c'est les belles mamans, ou alors c'est ceux qui nous marquent le plus. Mais du coup, le conjoint a aussi ce rôle-là de dire à sa propre maman, écoute, maman, oui, t'es ma maman, mais maintenant, il y a aussi ma femme qui est la maman de notre bébé, et donc il faut aussi prendre tes distances vis-à-vis de ça. Les belles-mères, les pères, les mères. Non, mais c'est aussi que des gens très importants aussi dans la vie. Hein. C'est pour ça qu'on en parle, parce qu'ils ont un pouvoir pas négligeable ni négatif. C'est juste qu'ils sont importants dans nos vies. Donc, c'est bien qu'ils aient entendu que la bienveillance, ça fait du bien dans une période aussi transitionnelle. C'est sûr. C'est sûr, mais en fait on en parle beaucoup et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parce que c'est des gens qui sont proches et parce que leurs conseils et leurs remarques nous affectent beaucoup plus que les personnes. Une vieille dame dans la rue qui va nous faire une petite remarque acerbe sur notre enfant porté, ça va être un point négatif dans notre journée, mais ça, on va pouvoir passer au-dessus. Par contre, quelqu'un beaucoup plus proche, c'est beaucoup plus compliqué d'y faire face, quoi. Donc, mon conseil pour la fin, commandez le livre d'Ophélie pour la rentrée et donnez-le à toutes les personnes qui vous prodiguent de merveilleux conseils qui ne vont pas du tout dans le sens que vous avez envie de suivre. Comme ça, peut-être qu'elles comprendront le message de ces personnes-là. Mettez-le sur votre table à l'apéro pour que quand votre belle maman vient les
petit message subliminal. Non, mais c'est vrai que c'est important, mais... comme tu dis, de le sortir d'Instagram, puisque toutes les générations, et la génération dont on parle qui est déconnectée de ce que nous on vit, n'est pas sur Instagram, ou alors très peu. Donc, c'est important de pouvoir transmettre ce message autrement. Ouais, carrément. Donc, commandez tous ce livre. Ou offrez-le, offrez un petit cadeau à la naissance. À la rentrée, et donc bien sûr je rappellerai sur mon compte. D'ailleurs, je fais des petits rappels de temps en temps, et puis je propose aux personnes qui sont abonnées au compte de me donner des idées, des suggestions et tout ça. Donc le livre, il est un peu co-construit parce que j'ai aussi demandé aux personnes qui sont sur le compte ce qu'elles avaient envie de voir dedans. Et donc j'ai essayé de mettre tout ce qui ressortait le plus. Donc voilà, je pense que c'est un livre qui sera quand même... ça reste sur le ton de l'humour, mais qui sera un livre sympa. J'ai essayé d'y mettre un peu des petites infos comme je fais sur mon compte Instagram, tu t'en doutes bien, pour faire passer quelques messages qui me paraissent importants. Et donc voilà, j'espère qu'il sera à la hauteur de ce que j'attends. On espère aussi, et puis j'ai hâte de pouvoir le lire. Merci beaucoup Ophélie d'avoir pris du temps depuis la ferme familiale pour me répondre. Avec plaisir, merci à toi. Et puis à très vite, merci Ophélie. Allez, salut. C'était Ophélie Bourgeois, fondatrice du compte Instagram Garde tes conseils. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment ce podcast. Merci. Mon site web est en ligne, n'hésitez pas à y faire un tour, clémentinesarlat.com. Le lien est dans les notes, vous retrouverez toutes les informations dont vous avez besoin et peut-être vous pourrez découvrir de nouveaux épisodes. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.